Binge Audio. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. Donc oui, moi je veux continuer à raconter l'histoire et y retourner dès que possible. En plus, j'ai trouvé des mecs en qui je fais confiance, qui me protègent, avec qui je peux passer seul, tourner seul, et il n'y a aucun problème. Donc le rapport de confiance, il est très important sur ce terrain-là, parce que il n'y a pas que des gentils, c'est pas vrai. Il y a des gens aussi où vous sentez très vite que quand ils vous font une blague sur combien ils pourraient avoir en échange pour vous en tant que journaliste, c'est pas drôle en fait. Et c'est un signe qu'il faut pas rester dans les parages. Il y a des gens avec qui j'avais pas du tout envie de rester et en qui je faisais pas confiance. Là, j'ai des gens en qui je fais confiance, qui me donnent accès à des choses incroyables. Cette brigade à Alep, à la fin de l'automne, ils partent assiéger une base aérienne dans le nord, dans la campagne au nord d'Alep. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'était quand même, s'ils empêchaient les avions de voler, ça empêchait les bombardements, ce qui était très important. Quand je les retrouve l'hiver, quelques mois plus tard, à la fin de l'année 2012, en fait, je les retrouve au nord de la Syrie, au nord-est de la Syrie. Et ils se battent pour libérer des villes le long de la frontière turque, libérer les villes du régime. À l'été 2012, il y a une exaltation. Il y a l'exaltation de lancer une offensive, de prendre Alep. Même si la situation, même en quelques semaines, au début du mois d'août, il y a encore des manifestations. À la fin du mois, il n'y a plus personne qui manifeste. Ça bombarde dans tous les sens. À la fin de l'année 2012, on n'est plus du tout dans l'exaltation. On est dans une situation qui s'enlise. Il y a beaucoup de morts, beaucoup des chefs sont morts en fait, tout simplement, parce qu'ils étaient en première ligne. Donc il y a déjà beaucoup de pertes et quand c'est les premiers chefs à l'autorité naturelle, et après viennent les deuxièmes chefs qui sont un peu moins bons, après viennent ceux qui sont absolument sans scrupules, viennent les bandits, etc. Non, là on n'est plus du tout dans l'exaltation, on est même dans une forme de désespoir très 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 fort. Moi quand je les retrouve, ils sont tous radicalisés, en fait, ils sont tous barbus, ils ne parlent que de la mort. Je retrouve toute la brigade. Ils sont dans une tranchée, ils me voient arriver, ils me disent Sophie, ils chantent une chanson, non Sophie tu vas être martyre avec nous, donc tu vas mourir avec nous. Donc moi je leur ai dit, non, je suis là avec vous, mais je ne meurs pas, c'est la condition sine qua non. Mais voilà, il y avait cette atmosphère très très lourde. Un soir, je suis avec ce commandant, Noras, que je filme. Il est avec son père et ils me disent qu'en fait, le seul avenir en Syrie, c'est la mort et c'est la destruction. Et qu'ils se battent parce qu'il faut se battre. Et là, il y a des enfants qui courent autour. Et je dis, mais là, vos enfants, les petits-enfants, tes petits-enfants, les enfants de Noras. Ils disent, non, mais ils vont tous mourir. De toute façon, il n'y a que ça en Syrie. C'est ça qui va se passer. Et effectivement, ils meurent, ça meurt beaucoup, ça meurt quand je suis avec eux. Il y a des combattants qui racontent leurs rêves d'après-guerre, ce qu'ils vont faire une école de cinéma, parce qu'ils me voient avec une caméra et puis ils meurent, et puis 2 jours après ils meurent. Et moi à ce moment-là, c'est ce que je me dis, mais en fait ils vont tous mourir. Donc on est dans un moment très très noir. Et d'ailleurs moi en tant que journaliste, j'ai du mal à voir ce qui va se passer après. Moi, ce que je voulais faire, c'était un film sur suivre cette évolution de ces gamins
ou de ces jeunes types qui décident de prendre les armes, qui travaillaient à Monoprix à Alep ou qui étaient étudiants, et puis qu'à un moment donné ils se retrouvent chefs et qui dirigent des offensives alors que c'est pas du tout leur destinée. Et puis ils se radicalisent même si avant ils allaient pas à la mosquée. Parce qu'en fait, il y a rien d'autre, il y a pas d'espoir, quoi. Il y a rien qui fait sens. Pour moi, c'était une révolution qui était sans idéologie, quoi. Donc la seule idéologie, c'était de faire tomber ce régime. Quand tout le monde meurt et qu'on meurt toutes les 5 minutes, la seule chose qui fait sens, c'est qu'il y a un peu d'au-delà. Et la religion donne ce sens-là. Après, il faut pas être naïf non plus. Évidemment, il y a un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont profité de situations de vide parce que cette armée libre, elle était très très mal organisée, elle savait pas se battre. Donc parfois, ils prenaient des quartiers ou ils prenaient des endroits et puis l'arrière était vide, ils occupaient absolument pas l'arrière et même sans avoir beaucoup d'expérience de guerre, il faut occuper l'arrière. On peut pas laisser des villes qu'on conquiert sans assurer une forme de contrôle à l'arrière. Donc la nature a horreur du vide. Donc là, oui, il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans. Ouais. Il y a une fois, je suis sur cette base avec la brigade de Noras. Il y a tout un groupe d'hommes qui entourent un homme qui fait pas partie de la brigade, mais qui a l'air d'avoir beaucoup d'autorité, que tout le monde écoute avec beaucoup d'attention. Et là, les mecs me disent Sophie, il faut absolument que tu filmes. Sauf que je me mets à filmer et là le type attrape ma caméra. Enfin, il y a une violence. Noras s'interpose et il est clairement pas content que je sois là et que je filme. Nous, on s'en va avec Noras. Il vient me chercher et il m'explique et il me dit, je lui dis mais ça va avec ton ami? Et il me dit en fait, je pensais que c'était mon ami, mais c'est pas mon ami parce que moi j'ai aucun problème avec les chrétiens. Et donc en l'occurrence les chrétiens c'était moi. Donc non, on n'est pas amis. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une milice qui s'appelle Jabhat al-Nusra, qui est on le sait, une émanation d'Al-Qaïda, qui est très radicale. Ce combattant-là en fait partie. Mais il y a aussi pire. En fait, on sait qu'il y a des milices à Alep qui veulent instaurer la charia. Enfin, il y a des choses. Quand je suis avec ma brigade, on croise des combattants où ils savent pas qui ils sont. Donc, alors qu'ils contrôlent la zone. Et on sent que c'est tendu. On sent qu'il peut y avoir pire que ce combattant qui voulait pas que je le filme et qui aimait pas les chrétiens. Il y a tellement pire que parfois, quand on croise des gens d'Al-Qaïda, je me trouve à être soulagée, à me dire ouf, c'est Al-Qaïda et c'est pas pire. Au moins avec Al-Qaïda on peut discuter. Ce qui est pas forcément vrai, mais en tout cas c'est le sentiment que j'avais parce qu'on savait qu'il y avait pire. Et voilà, ce type de remarque quand on est une journaliste occidentale qui a grandi quand même dans les attentats du 11 septembre et Ben Laden, c'est un peu dérangeant de se dire qu'il y a encore pire qu'Al-Qaïda et effectivement il va y avoir pire qu'Al-Qaïda. Alep est en train d'être détruite, pilonnée. Les hommes de l'armée libre, ils ne s'attendaient pas forcément à ce que ça dure aussi longtemps. Dans la guerre, il y a toujours beaucoup de vie. Parfois, il y a des lignes de front, qui fait que c'est sur la ligne de front que c'est dangereux. Mais à l'arrière, c'est pas si dangereux que ça. La Syrie, à Alep, à ce moment-là, on a l'impression que partout on peut mourir. Il n'y a pas de répit. Et donc, c'est ça qui rend fou quand il n'y a plus de vie, quoi. Ou en tout cas, quand il n'y a plus d'espoir, ou il y a ce niveau de violence et de désespoir et qu'il n'y a que la mort qui prévaut, là ça rend fou. Ouais. Donc on est pour moi dans cette situation-là, ouais, fin de l'année 2012. Ce qui va se passer aussi, c'est que le régime va utiliser de nouvelles armes. On commence à avoir des informations à la fin 2012, début 2013. Et au printemps 2013 qu'il y a des armes chimiques qui sont employées. Donc ça, moi, par exemple, ça me terrifie. Je me dis que les bombes et les kalachnikovs et les hommes dangereux, on arrive à les voir. Mais les armes chimiques, qu'est-ce qu'on peut faire? À ce moment-là, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des journalistes qui sont enlevés, qui disparaissent. Des journalistes américains, britanniques, français. Donc moi, je veux continuer à filmer cette brigade. J'arrive à vendre un reportage où je me dis ça va me permettre de continuer à filmer les mecs, mais finalement, quelques semaines avant, on m'appelle en me disant Sophie, les confrères sont otages, on peut plus envoyer personne en Syrie, impossible. Mais je veux encore continuer je suis très entêtée. Et donc là, je pars à la frontière avec la Turquie pour filmer une histoire d'une école avec des gamins réfugiés. Et à ce moment-là, il y a une vidéo, on est en août 2013. Il y a une vidéo qui sort avec des images terrifiantes d'enfants morts.
centaines de personnes, comme si les gens étaient morts dans leur sommeil. Là, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. C'est ce qu'on a appelé le massacre de Haruta. We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. C'est cette ligne rouge que Obama, l'année précédente, avait dit qu'il fallait pas être franchi. La ligne rouge, c'était l'utilisation d'armes chimiques. Et je me souviens que quand il avait fait cette déclaration, j'étais avec ma brigade à Alep et que ça passait à la télé en arabe, dans une chaîne d'infos arabe. Et les mecs m'avaient expliqué ce que disait Obama. Ils disaient, mais attention, si vous dites ça à Bachar al-Assad, il va l'utiliser exprès pour vous montrer que vous allez rien faire. Et c'est ça qui s'est passé en fait. La ligne rouge a été franchie et il s'est rien passé. Moi, à ce moment-là, je suis à la frontière. Les infos que j'ai, c'est que ça va bombarder. Les Français sont en place. Les Américains, ça va se passer en quelques jours. En fait, il y a un retournement de situation. Le Parlement britannique vote pour ne pas intervenir, ne pas bombarder. Obama se tourne vers les Russes et passe un deal sur le contrôle des armes chimiques. Et en fait, il va pas y avoir de bombardement. Il va pas y avoir d'intervention en Syrie. Et là, pour moi, c'est un cap. C'est-à-dire que est-ce qu'il va avoir des conséquences sur la Syrie, sur ce conflit, mais pas seulement au-delà dans les relations internationales. C'est-à-dire que, après, il faut pas être naïf. Oui, la parole américaine était déjà pas forcément très crédible avec ce qui s'était passé en 2003, l'invasion américaine en Irak. Mais là, c'est celle d'Obama. Là, ça donne un permis de tuer au régime. Ça va contribuer à la radicalisation, c'est sûr, des brigades. Au-delà de ça, il y a quelques mois plus tard, quand les Russes ont annexé la Crimée, ils savent que les Occidentaux ne vont pas bouger. Donc, ce qui se passe en août 2013, c'est important pour le conflit syrien et c'est important au-delà aussi. Les Syriens voulaient absolument pas qu'il y ait boots on the ground, qu'il y ait des soldats étrangers, occidentaux qui viennent se battre pour eux. Par contre, le paradoxe, c'est que les Syriens qui se sont soulevés contre ce régime, ils croyaient en nos principes démocratiques, ils croyaient en cette communauté internationale. Par exemple, si tous ces Syriens ont pris énormément de risques pour aider des journalistes étrangers comme moi à rentrer dans le pays alors que ils allaient se faire tuer, ils allaient se faire torturer si Bachar al-Assad l'apprenait, enfin le régime, les forces de sécurité, ils risquaient leur famille, ils risquaient tout. C'est parce qu'ils croyaient que l'information c'était important, que quand le reste du monde saurait, ça changerait les choses. Et c'est pareil, moi j'ai des gens qui m'ont hurlé dessus en disant mais qu'est-ce que c'est que vos principes ? Vous voyez les gens se faire massacrer et ça ne change rien. Qu'est-ce qui se passe ? Parfois, il y a un amalgame, oui, il y a un distinguo entre les médias, les gouvernements, les opinions publiques occidentales. Mais je crois que oui, ils comptaient beaucoup sur ces grands principes qu'on a, qui fondent les démocraties occidentales, qui a fondé la communauté internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Là, de manière évidente, avec le conflit syrien, on voit par exemple que le Conseil de sécurité de l'ONU est complètement inopérant. Après, oui, il y a un paradoxe à se dire qu'il faut que les Occidentaux interviennent quand on voit que finalement, ce qu'ont fait les Américains en Irak. Et d'ailleurs, c'est cadeau pour le régime parce que les Russes, le régime syrien, la propagande ont utilisé cet argument quand les informations sur les armes chimiques sont sorties. On dit, mais regardez, les Américains ont menti sur les armes de destruction massive en Irak en 2003. Donc là, c'est la même chose. Donc oui, il y a un paradoxe à se dire qu'il aurait fallu que les Occidentaux interviennent. Mais moi, je pense pas qu'on puisse ne pas se mêler de ce qui se passe à côté de chez soi. Il y a des crimes de guerre qui ont été commis, il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Donc oui, les crimes contre l'humanité nous concernent. Et puis, ça serait un peu trop simple. Je sais pas, c'est votre voisin bat sa femme, vous l'entendez battre sa femme tous les jours. Vous allez pas vous en mêler parce que c'est chez lui et il fait ce qu'il veut. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des délits, il y a des crimes. Donc oui, battre sa femme et ses enfants, c'est un crime. Massacrer sa population au moyen de toutes les armes possibles, ce sont aussi des crimes. Donc oui, il faut s'en mêler. Et il faut s'en mêler parce que ça nous concerne et que finalement, ce conflit syrien, ça n'a pas été qu'un conflit en Syrie. Ça a été au-delà et ça a impacté, c'est un conflit qui a changé le monde.
La crise des migrants, quand vous avez 6, 7, 8 millions de personnes qui sortent d'un pays pour trouver refuge ailleurs, où il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent en Europe, bah oui, ça nous concerne. Quand vous avez une organisation terroriste qui se nourrit d'une dictature criminelle, et bah oui, ça nous concerne, et d'ailleurs ça a un impact dans nos vies. Donc moi je crois pas qu'on puisse toujours tourner la tête sous prétexte que ça se passe pas chez nous. Je pense que ça nous revient en boomerang. Je sais pas si j'ai bien fait mon travail dans le sens où j'ai pu raconter les histoires, mais après, est-ce que j'ai donné la mesure de ce qui se passait? Je pense que oui. Après, en vrai, ce serait trop simple de croire que les médias font tout. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a la nature même de cette insurrection et de cette révolution et puis de cette guerre civile. Il y a le contexte des révolutions arabes, de la guerre en Libye. Il y a l'invasion américaine de 2003 qui change complètement les choses sur le positionnement des Occidentaux et leurs paroles, leur crédibilité. Il y a ces années électorales, ces élections dans les pays occidentaux. Il y a aussi l'indifférence des opinions publiques occidentales, tout simplement, qui ont l'impression que ça se passe très très loin et que ça les concerne pas. Et moi, par exemple, il y a eu des fois où bah oui, je quitte Alep le soir et puis je traverse dans la boue la frontière, et en fait comme j'ai très très envie de rentrer et de sortir de tout ça, et je prends un vol à 2h du mat, et à 8h du matin je suis à Paris, et à 10h je suis à Bastille en train de prendre un petit déjeuner. Et en fait, je suis complètement perché parce que c'est un tel monde, et que la veille, j'étais dans les bombardements. Et je me dis, mais la Syrie est tellement proche. Les gens se rendent pas compte, c'est juste là. Ça. Et ce sentiment que c'est loin, que comme c'est des Arabes, ça nous concerne pas, que finalement le Moyen-Orient est toujours en guerre, et que ça dure depuis des décennies, et que c'est toujours un peu la même chose. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, et que chaque guerre est différente, et que là, c'est tout près, quoi. C'est vraiment tout près. À suivre.